Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est vraiment un plaisir de vous voir tous nombreux et encore des arrivants. C'est vraiment génial. Pas uniquement parce qu'on a des livres à vendre, on est très contents, mais aussi parce que c'est un événement un peu particulier. On a réuni pas mal de métiers, pas mal de gens professionnels et amateurs particuliers. Et c'est la conjonction d'un travail commun qui est né de la FAT à l'origine, l'Association française des analystes techniques, dont le président Daniel Cohen-Delara, qui est là, vous présentera son livre tout à l'heure, et puis aussi de Thomas Andrieux, qui est la force montante et donc brillant étudiant pour l'instant, qui a déjà lui écrit 5 livres, c'est ça, hein, 5, donc le 5e qui va vous présenter aussi, passionnant aussi sur les cycles, qui est vraiment, à mon avis, la suite est quelque chose qui sera important. Et puis d'un éditeur qui nous a réunis, Jean-David Haddad, JDH Éditions, qui a réussi à nous motiver pour écrire ces livres, et on s'est dit que c'était intéressant de les présenter en même temps. Et puis d'un courtier, Bourse Direct, qui a donné du temps, des moyens, des disponibilités pour qu'on se retrouve tous ensemble ici dans cette belle salle, des équipes, Julie, Mallory, merci, parce que vous avez pas mal bossé aussi. Et puis, on voulait que cet événement ait une couleur un peu particulière. Et donc, très gentiment, Vincent Lecartier, qui est donc gérant senior et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave, a accepté tout de suite de venir nous partager sa vision et sa lecture du marché pour les mois à venir. On peut déjà presque dire pour 2024, probablement. Donc, autre élément intéressant, et puis la dernière chose, c'est qu'on s'est dit que plutôt que de réserver ce moment uniquement à des membres de la FAT ou uniquement à des clients, on avait décidé de l'ouvrir à plus de monde et à des professionnels, et c'était très sympa aussi parce que tout le monde a dit oui rapidement. Et donc on a des traders, j'en vois un qui lève les bras au fond de la salle, des gérants, des analystes, des journalistes aussi. Il y a plusieurs métiers qui sont représentés, un éditeur et des étudiants, et donc des professionnels qui sont venus en plus pour cet événement-là et pour qu'on se rencontre tous, qu'on échange tous et qu'on fasse un moment de convivialité. Donc c'est vraiment top. Et puis donc un grand merci effectivement à Bourse Direct aussi d'avoir mis ses moyens, et à Catherine Nini, que je vois pas mais qui est venue avec nous aussi ce soir, donc c'est top. Voilà, donc, et des entrepreneurs aussi dans la salle, il y en a. Donc vraiment tous les métiers de la finance qui sont représentés. Ça, c'était un gros challenge. Et puis effectivement, c'est ces livres qu'on sera ravis de vous présenter. Donc c'est Jean-David Haddad qui va prendre la parole, qui va animer cette soirée. Jean-David, il est professeur agrégé d'économie, il est écrivain, 30 bouquins à peu près, 30, c'est tout. Et puis il est aussi, donc vous l'avez compris, éditeur. Donc il œuvre pour la communication, pour la démocratisation, pour la transmission de tout ce qui tourne autour de la finance et des marchés boursiers. Et donc c'était top de sa part qu'il pousse avec nous ce projet, et en plus qu'il nous invite ensuite à un beau cocktail. Donc je lui donne la parole et on reviendra tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, et merci d'être venus aussi nombreux. Alors oui, ce genre d'événement, ce genre de rassemblement autour de la finance, en particulier de la bourse, ça manque en France, quelque part. Surtout à notre époque où on a tendance, même si le Covid est fini, à inciter les gens à se confiner de manière à rester chez eux pour aller sur Internet, pour voir des webinaires, pour voir... Non, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un événement en réel où des gens interviennent devant vous, que vous pouvez échanger en vrai avec eux ensuite, et surtout quand il y a un cocktail qui vous est offert comme celui que nous allons proposer ce soir. Voilà, donc je suis heureux d'avoir édité sur les 2-3 derniers mois, depuis la rentrée, 3 livres dans la collection Les Pros de l'Écho, qui est une collection spécialisée dans l'économie, la bourse et la finance. Le dernier livre en date, c'est celui de Romain Daubry, donc Trading à effet de levier, il vous en parlera tout à l'heure. Et il y a le livre de Thomas Andrieux qui n'a que 20 ans et qui est à son 5e livre, pour l'instant les 5 édités chez JDH Éditions. Son premier livre, il a écrit sur les cycles économiques, il avait 16 ans
Donc c'est sa passion hein, depuis le début. C'est presque une vocation chez lui, une vocation. Et puis le livre qu'on avait publié juste au milieu de l'été, celui de Daniel Cohen de Lara, Le pouvoir d'Ishimoku. Donc qui s'adresse aussi aux traders sur la méthode Ishimoku. Voilà, donc vous avez des auteurs spécialistes dans leur domaine qui vont, tout à l'heure, vous parler de leurs livres et vous présenter les outils dont il est question dans leurs livres, que ce soit les instruments à effet de levier, que ce soit les chandeliers Ishimoku, ou que ce soit les cycles économiques, ce sont des outils pour appréhender les marchés financiers, pour intervenir sur les marchés financiers. Sauf que pour pouvoir utiliser à bon escient ces outils, il faut savoir pourquoi on les utilise. Et à cette question pourquoi on les utilise, il faut savoir un petit peu dans quel sens on pense que va aller le marché ou que vont aller certaines actions, ou que vont aller... voilà. C'est pour ça que nous avons un intervenant en dehors de nos trois auteurs ce soir, Vincent Lecartier, qui, lui, va vous présenter les perspectives pour 2024, parce que faut avoir en tête les perspectives pour pouvoir ensuite utiliser les outils. Voilà. Peut-être certains d'entre vous me connaissent en tant que rédacteur en chef de francebourse.com depuis 22 ans. Donc, moi, quand je fais des réunions et autres, je présente les perspectives. C'est un exercice assez casse-gueule. Et ce soir, je suis très content de ne pas le faire et d'être maître de cérémonie. Je vais donc passer la parole à Vincent Lecartier. Bon courage. Voilà. Bonsoir à toutes et à toutes. Je vais démarrer la présentation donc, sur un plan dans 7 parties. Donc d'abord, qui est WeSave, les prévisions économiques du consensus, la politique monétaire, la politique budgétaire, est-ce que la dette est insoutenable ou pas, nos principales convictions sur les mois ou années qui viennent, et les vues sur les grandes classes d'actifs. D'abord, qui est WeSave? Alors WeSave est une fintech. Donc filiale à 100% d'Amundi, je pense que vous connaissez Amundi. L'offre pour le grand public que l'on propose, donc c'est 10 profils d'assurance vie, 100% digitalisés. Donc ça, c'était l'originalité qu'on pouvait avoir à notre lancement, qui commence à être copié désormais. Des très faibles frais, donc on insiste beaucoup là-dessus. C'est une des grandes différenciations par rapport aux offres traditionnelles, et c'est ce qui a motivé au départ la création de notre offre. On propose ça sous la forme de contrats individuels, je le précise parce que ça protège beaucoup plus les clients que les contrats traditionnels qu'on peut avoir dans l'assurance vie. On nous catégorise dans les robo-advisors. Je précise, chez nous, robo-advisor, ça veut dire Vincent Lecartier quand même. Autrement dit, il y a de l'humain. Le robot est là derrière pour analyser les marchés, pour optimiser les allocations d'actifs. Et les allocations d'actifs, elles se font comment? Elles se font au travers d'une combinaison entre le fonds en euros de notre assureur, donc qui est Suravenir, et des ETF, autrement dit des supports d'investissement qui répliquent de façon très stricte la performance d'un indice boursier. Donc ça, c'est un ETF. Et ça, sur toutes les grandes classes d'actifs, donc les actions, les obligations, les matières premières. Voilà les performances de nos 10 portefeuilles, net des frais, j'insiste bien, donc tout frais déduit. On fait des publications de nos performances de façon trimestrielle. Donc sur la première ligne, vous voyez les performances qu'on a pu réaliser cette année, donc de 2% jusqu'à presque 12% pour le P10. Je vous ai remis juste en dessous, depuis notre lancement qui a été fait donc en février 2016 de façon annualisée, là encore tout frais déduit,
les performances respectives de nos différents contrats. Il faut se rappeler qu'on a eu beaucoup d'accidents boursiers pendant cette période, donc on est assez satisfait à la fois de la granularité des performances sur toute cette période et de façon plus générale des performances en absolu qui restent satisfaisantes. Je vous ai fait le rappel aussi juste en dessous des volatilités respectives depuis l'origine de ces différents contrats. Ça permet pour ceux qui ont envie de faire des calculs de rendement risque, est-ce que ça se passe bien ou mal? Ça se passe bien. Pour ce qui est de nos allocations d'actifs, comment est-ce qu'elles sont construites? Elles sont systématiquement construites en s'appuyant sur le fonds en euros, autrement dit la partie garantie en capital de l'allocation d'actifs. Donc évidemment, plus vous montez en risque, plus vous réduisez l'exposition sur le fonds en euros. Et je vous ai fait le rappel tout en bas parce que généralement ça intéresse les gens. Quel est le pourcentage d'actions? Alors je précise, c'est le pourcentage d'actions à l'intérieur des unités de compte. C'est pas à l'intérieur du portefeuille, c'est à l'intérieur des unités de compte. Donc si vous voulez comprendre un petit peu comment nos allocations fonctionnent, voilà donc en gros la structure de base. Les prévisions économiques du consensus. Alors WICEV ne fait pas de prévisions en tant que telles, donc nous on s'appuie sur le consensus. C'est toujours intéressant de suivre ce qui se passe, comment la communauté économique voit les perspectives. La première grande chose que je voulais vous souligner, c'est que avec les multiples crises qu'on a eues sur les 2 ou 3 dernières années, autrement dit la Covid puis la guerre en Ukraine, on a eu des accidents sur les grands agrégats économiques qui ont été extrêmement violents. La bonne nouvelle, c'est que ces accidents, c'est un petit peu comme si vous faites un saut à l'élastique. Il faut un petit moment pour que vous retrouviez votre équilibre. C'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces équilibres sont en train de se rétablir et que très probablement, du coup, à partir de l'année prochaine, on devrait avoir une qualité de prévision économique qui devrait de nouveau s'améliorer parce qu'on était à l'évidence perdu quand on regarde les écarts entre les prévisions des différents instituts et ce qui s'est réalisé, tous étaient à l'ouest sur les derniers trimestres, voire années. Qu'est-ce qu'on peut du coup attendre? Un point bas sur la croissance économique pour l'année prochaine et très probablement une petite réaccélération en 2025, rien de très fort, mais ça n'empêche qu'on aura un redémarrage normalement en 2025. Pour ce qui est de l'inflation, elle est désormais quasiment normalisée en 2024 et on devrait enfin atteindre la cible des 2% qui est tant espérée par les banques centrales en 2025. Autrement dit, on a une décélération de la croissance puis reprise, une inflation qui, elle, va continuer de diminuer jusque la zone des 2%. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup moins de pénurie de produits. Donc ça, c'était une des caractéristiques suite à la Covid. C'est que les productions, la distribution ont été énormément perturbées et ça a provoqué beaucoup d'inflation. Donc ces circuits-là sont de nouveau fluides. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que les excès de demande qu'on a pu avoir, il y a des phénomènes de consommation, de rattrapage qu'on a pu avoir. Tout ça est en train de se calmer simplement parce que le pouvoir d'achat des ménages commence à être un peu sous contrainte. Donc on est aujourd'hui dans une situation où l'inflation va devenir de moins en moins un problème et ça on le verra plus tard, c'est une excellente nouvelle globalement pour les marchés financiers. 2 points qu'il faut surveiller sur l'économie, c'est le manufacturier. Il y a eu un phénomène très particulier avec la Covid puis avec la guerre en Ukraine, c'est qu'on a eu un phénomène de stockage très important qui a été effectué par les entreprises. La Covid d'abord, la problématique qu'avaient les entreprises, c'était des pénuries de produits, de matériel, etc. Donc elles ont stocké en urgence. Ça, évidemment, ça provoque derrière de la rareté et derrière, ça fait monter les prix. Deuxième chose, ça a été la Covid, la guerre en Ukraine, pardon. On s'est retrouvé un petit peu dans le même genre de situation, c'est-à-dire à avoir peur de l'inflation qui va venir puisque les prix des matières premières montent. On se dit, attention, tous les prix vont enchaîner derrière, donc on a peur de l'inflation. Comme on n'a pas envie de payer plus cher demain le produit qu'on peut acheter aujourd'hui, on l'achète aujourd'hui, on le stocke. Donc on a eu de la même manière une situation d'excès de demande provisoire qui a provoqué de l'inflation.
La contrepartie derrière, c'est qu'évidemment, puisque vous avez stocké à 2 reprises successives, derrière, à un moment, vous avez un excès de stock, donc il faut libérer ce stock, il faut le consommer. C'est ce qui s'est passé cette année. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive probablement à la fin de ce déstockage des produits, et donc on devrait avoir une reprise industrielle très probablement à partir de l'année 2024. Pour ce qui est des services, le cycle était décalé par rapport à celui du manufacturier. Donc on avait très clairement une consommation revancharde, puisque vous étiez confiné, vous ne pouviez pas consommer normalement les services, aller au Euro Disney ou je ne sais quoi, ou au cinéma. Vous ne pouviez pas avoir ce type d'activité. Dès que vous avez pu le faire, vous vous êtes précipité pour réaliser ce type de dépenses. Et donc, il y a eu une surdépense sur les loisirs. Ça devrait se calmer. Là encore, la problématique du pouvoir d'achat devrait logiquement freiner cette consommation. Donc, en clair, on devrait avoir un rééquilibrage l'année prochaine sur le manufacturier qui devrait reprendre et les services qui, eux, devraient se calmer. Je fais un petit rappel. C'est très bien de parler de tout ça, mais les indices boursiers, ça n'est pas ça. Et je reviendrai dessus, je vais vous le démontrer. Pour vous chiffrer quand même un tout petit peu les prévisions économiques du consensus, voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Je vous ai mis en relief les 3 grandes zones qui importent le plus dans le monde, donc la Chine, les États-Unis, la zone euro. Comme vous pouvez le constater, la décroissance du PIB, donc de l'économie, va être assez modérée sur les 2 prochaines années, avec le petit rebond donc en 2025. Pour ce qui est de l'inflation, la décélération sera beaucoup plus forte que celle de la croissance. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout ça pour tendre au bout du compte sur la zone des 2%. Voilà comment je voulais vous démontrer qu'en fait, les indices boursiers n'ont strictement rien à voir avec l'économie. J'ai repris donc en première colonne ce que représentent certains pays ou zones, puisque j'ai mis le reste du monde, ce que ça représente dans la croissance mondiale, dans le PIB mondial. Donc les États-Unis représentent à la louche 21% du PIB mondial. En face de ça, quand on regarde leur poids dans les actions internationales, donc le MSCI All World, donc l'intégralité de la géographie, vous avez une représentation qui est presque 3 fois plus importante. Presque 3 fois plus importante. Donc, quand vous regardez les indices boursiers, il faut toujours garder en tête les biais que ça peut représenter. Ça ne représente pas l'économie. Donc, vous pouvez faire de bonnes prévisions économiques et vous tromper sur les marchés si vous n'avez pas compris comment les marchés, comment les indices sont structurés. Donc, il faut être très, très vigilant à ce genre de choses. Je vous souligne la France. La France, le poids boursier et son poids dans le PIB mondial sont à peu près équivalents. Autre chose que je vous souligne, la Suisse, pour 0,7% de PIB, elle a une représentation de 2,5%. L'Allemagne a grosso modo la même représentation dans les indices internationaux, alors que son vrai poids économique est de 4%. Donc la Suisse, quand on regarde les choses, est le pays qui surprofite le plus d'un point de vue boursier de sa représentation. Politique monétaire. Donc, on a bien compris depuis 2-3 ans que ce qui domine l'actualité, c'est la politique monétaire. C'est elle qui fait vraiment les impulsions sur les marchés financiers. Donc, évidemment, il faut s'en préoccuper. On a assez clairement achevé le cycle de hausse de taux directeurs. On l'a encore vu hier avec une statistique d'inflation. On a un emballement des marchés dès lors que l'inflation montre qu'elle ralentit. Et c'est quelque chose d'indéniable. Quand on regarde les statistiques successives, il y a clairement un ralentissement de l'inflation. Et les banques centrales elles-mêmes nous laissent déjà entendre qu'elles sont arrivées au haut de ce cycle. 2 petites précisions. D'abord, l'inflation et l'emploi sont des variables retardées. Autrement dit, quand les banques centrales durcissent leur politique monétaire, les effets qu'il peut y avoir ensuite sur l'inflation ou sur l'emploi n'arrivent que quelques mois plus tard, trimestres plus tard, voire une année plus tard. Donc, il faudra garder en tête que les niveaux de taux directeurs qui nous ont été insufflés par les banques centrales à l'heure actuelle, ils vont encore avoir des effets retardés l'année prochaine de façon importante. Autre précision,
les délais de transmission sont cette fois-ci encore plus importants que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'avec la Covid, les particuliers ont constitué des réserves d'épargne qui étaient très importantes. Et autrement dit, lorsque les banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt, en fait, les ménages, ils s'en fichaient pendant un bon moment parce qu'ils avaient une réserve d'épargne. De la même manière, les ménages ou les entreprises ont constitué généralement des emprunts à taux fixe et non pas à taux variable. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas l'obligation de renégocier votre taux, vous êtes très content, vous aviez un taux qui était plus bas que les niveaux actuels, vous dormez dessus. Donc il y a un phénomène d'inertie sur l'efficacité de la politique monétaire qui est un vrai sujet et qui continuera donc de nous affecter l'année prochaine. En termes de discours, que nous disent les banques centrales à l'heure actuelle? Elles nous disent qu'elles veulent garder leur taux d'intérêt higher for longer. Ça veut dire qu'elles veulent garder le niveau actuel qu'elles ont atteint en termes de taux directeur de façon prolongée. On verra. En réalité, ce qui est très probable, c'est que les banques centrales tiennent ce discours simplement pour éviter d'avoir à relever encore leur taux directeur, parce qu'au bout d'un certain temps, elles savent très bien qu'il faut quand même se calmer. Le seul problème, c'est que si vous changez trop vite votre discours, à ce moment-là, vous risquez de décourager les anticipations qu'il peut y avoir de persistance de hausse des taux. Donc il faut essayer de forcer la main, entre guillemets, aux opérateurs de marché en leur disant on va rester dur de façon prolongée, de façon à les décourager de passer à l'étape suivante, qui serait l'idée d'une baisse des taux. Et c'est ça, en fait, la lutte qui est en train de se faire entre les marchés et les banques centrales. Les banques centrales essayent d'influencer par les discours, parce qu'elles savent très bien qu'elles n'ont plus les moyens ou n'ont plus l'envie d'aller au-delà en termes de hausse de taux. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus par le discours qu'elles vont essayer de nous influencer. On aura probablement donc l'année prochaine un pilotage par les banques centrales en fonction des taux réels. Donc je rappelle, le taux réel, c'est le taux moins l'inflation. Donc en fait, l'idée, c'est que la banque centrale va essayer de maintenir un écart persistant entre son niveau de taux qu'elle veut cibler et le niveau d'inflation. Autrement dit, à mesure que l'inflation va baisser, le taux directeur risque de baisser lui aussi. Pas forcément de façon simultanée, mais l'idée qu'il faut avoir sur les perspectives, c'est ça. C'est que les taux directeurs vont accompagner au fur et à mesure le repli de l'inflation. On a une vraie incertitude qui va persister, qui est de savoir ce que les banques centrales vont faire en termes de gestion de leur bilan. Je vous rappelle que les banques centrales, en fait, pour aider les États sur les différentes crises successives qu'on a pu avoir, ont acheté de façon très systématique les obligations qui étaient émises par les États. Donc ça a permis aux États de pouvoir pratiquer leur soutien budgétaire. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales ne sont pas confortables à détenir autant d'obligations des États et elles aimeraient bien s'en débarrasser au fur et à mesure. C'est ce qu'elles ont déjà entamé. La question est de savoir jusqu'où elles peuvent aller dans ce processus. Et ça, je pense que ça sera le grand débat de l'année prochaine, beaucoup plus que la question de la dynamique des taux directeurs. Petit rappel, les banques centrales ont peur des chocs financiers. Autrement dit, si jamais il devait y avoir une inquiétude particulière, un stress particulier l'année prochaine, il est très probable que, comme on l'a vu au mois de mars cette année avec le choc bancaire aux États-Unis, qu'on aurait une fois encore une intervention très agressive de la part des banques centrales pour venir nous soutenir. Autrement dit, on a quand même, en cas de problème, en cas de pépin, on a quand même la perspective d'avoir des banques centrales qui viennent en urgence nous soutenir si c'était nécessaire. Petit rappel donc du comportement des taux directeurs. Donc en bleu, vous avez celui de la Fed, donc la Banque centrale américaine, en vert, la Banque centrale européenne. Trois petits commentaires. Le premier, c'est l'ampleur de la remontée des taux directeurs qui a été effectuée sur les 2 dernières années. Deuxième chose, si vous regardez le passé, c'est la vitesse à laquelle ça a été réalisé. Là aussi, c'est du jamais vu. Troisième point, lorsque les banques centrales réinterviennent dans l'autre sens, quand elles redétendent leur taux, quand elles rediminuent leur taux directeur, elles peuvent le faire de façon extrêmement forte et extrêmement rapide. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête sur les prochains mois, c'est que si jamais il y a un problème, on aura très probablement une fois encore une réaction très violente et très favorable de la part des banques centrales en soutien. Le total du bilan de la Fed et de la Banque centrale européenne, donc en bleu la Fed, en vert la Banque centrale européenne.
là, je vous ai mis à chaque fois, c'est dans la devise locale respective. Petit commentaire, donc on voit bien l'envol du total des bilans, donc en clair les achats d'obligations qui ont été effectués par les banques centrales depuis la Covid, on voit bien l'envol récent, on voit bien qu'elles ont commencé à réduire la taille de leur bilan. Premier commentaire, donc on le voit tout en bas, la Fed a baissé par rapport à son point haut, a déjà baissé de 12% l'ampleur de son bilan. La Banque Centrale Européenne a baissé le sien de 20%. Donc on a l'impression que la Banque Centrale Européenne fait un effort beaucoup plus important. Sauf que le bilan de la Banque Centrale Européenne par rapport au PIB de la zone européenne, c'est 60%, et que celui de la Fed par rapport au PIB des États-Unis, ça n'est que 30%. Autrement dit, en fait, l'effort qui est fait à l'heure actuelle par les deux banques centrales est quasiment équivalent. Alors celui-là, je voulais vous vraiment insister un petit peu dessus. Comment est-ce qu'on peut essayer d'estimer le niveau des taux directeurs qui pourraient intervenir? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Donc l'idée, c'est que la Banque centrale cale son taux directeur éventuellement sur la combinaison de deux choses. La première, c'est l'effet volume qu'il peut y avoir sur la croissance. Autrement dit, quelle est la croissance du PIB, plus l'effet prix. Donc on regarde le PIB plus l'inflation, qu'est-ce que ça donne? J'ai repris les données du consensus que je vous ai présenté précédemment, et voilà ce que ça donne. Donc pour l'année 2023, la croissance en volume plus inflation des États-Unis, c'est 6,40. Le taux directeur actuel de la Fed est de 5,50. L'écart entre les deux, il est de pratiquement 1%. La conclusion de ce tableau simplifié, c'est de dire que la Banque centrale américaine n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elle devrait faire, puisqu'elle est en fait accommodante de presque 1%. Sauf que, comme je vous l'ai indiqué, il y a un décalage d'efficacité de la politique monétaire dans le temps. Il faut presque un an pour qu'elle soit efficace. Donc on peut se dire que le décalage qu'il y a, donc la générosité qu'il peut y avoir de la part des banques centrales qui s'affiche au travers de cette dernière colonne, peut-être que c'est simplement l'anticipation de ce qui va des conséquences de leurs actes sur l'année prochaine. Maintenant, prenons l'hypothèse que la Banque centrale maintienne, comme elle le prétend, ses taux directeurs sur les niveaux actuels. J'ai un taux directeur à 5,50, moi Fed, et je veux le garder sur les années qui viennent. Qu'est-ce qui se passe en termes de PIB d'inflation l'année prochaine? On n'est plus qu'à 3,70%. Ce qui veut dire que l'année prochaine, on aurait à ce moment-là une banque centrale américaine qui serait au contraire non plus accommodante, mais au contraire très restrictive. Donc c'est ça en fait qu'il faut garder en tête, c'est que sans rien faire, la Banque centrale, simplement parce que les effets volume et les effets prix sont très importants d'une année sur l'autre, se retrouve à basculer du jour au lendemain de accommodante à restrictive si elle ne change rien. Donc il va falloir qu'elle s'adapte, il va falloir qu'elle corrige le tir sur sa politique monétaire, et donc elle va baisser ses taux directeurs. Quand on prolonge le calcul sur 2025, on a des résultats à peu près identiques. Je vous fais simplement le rappel que même si les chiffres de PIB plus inflation des États-Unis ou de la zone euro sont à peu près identiques en 2024 et 2025, en réalité se cache derrière le côté qualitatif. C'est-à-dire qu'en 2024, c'est encore beaucoup de baisse de croissance économique qui se cache derrière. En 2025, c'est surtout de la baisse d'inflation qui se cache derrière. Donc la Banque centrale a d'autant plus intérêt vers 2025 à baisser ses taux directeurs. La politique budgétaire, donc ça a été une source d'erreur très très systématique de la part des prévisionnistes. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre déjà à ce qu'on ait la fin ou la réduction un peu systématique des mesures budgétaires d'urgence qui avaient été mises en place pour la Covid et pour l'Ukraine. Quand on regarde les chiffres des grands pays, en réalité, c'est à peu près le seul effort qu'ils vont réaliser l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on aura par contre en complément? C'est une poursuite ou une accélération des investissements de souveraineté, donc pensez à la défense, santé, énergie, les relocalisations stratégiques, les semi-conducteurs, transition climatique, énergie renouvelable, gestion de l'eau, la compétition numérique, l'intelligence artificielle. Toutes ces dépenses sont indispensables. Ce sont des capitaux massifs qu'il va falloir engager et que vous ne pouvez pas reporter.
Si vous regardez la nature des dépenses que je vous mets là, systématiquement, vous avez un calendrier d'urgence. Donc les États n'ont pas le choix, ces dépenses-là, elles vont se faire, c'est une certitude. Donc on aura mécaniquement un soutien à la croissance par ces dépenses. Donc vous aurez un amortisseur quoi qu'il arrive. Le risque de récession, il est amorti par les interventions des États. Deuxième chose, les États ne peuvent pas faire tout ça tout seuls. Ce sont des capitaux bien trop importants. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura très certainement des incitations fiscales, un fléchage des investissements des entreprises. On va encourager les créanciers par des bonifications fiscales et autres. Tout ça pour essayer d'obtenir un accompagnement des capitaux qui vont être engagés par l'État. Donc en clair, on aura une fiscalité qui, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent avoir en tête, ne sera pas forcément négative. Pour un certain nombre de choses, ça pourrait être positif. Je pense notamment pour l'investissement, donc pour notre activité. Petit rappel également, les banques centrales ont conscience de l'état des finances publiques. Oui, ça c'est une évidence. Si moi je suis capable de faire ces calculs, eux aussi, ils savent très bien ce que sont les dynamiques à venir, et ils ont aussi parfaitement conscience des enjeux sociétaux qui peuvent se cacher derrière. Autrement dit, c'est une évidence que les banques centrales, quand elles prennent leurs décisions de politique monétaire, elles ont en tête les contraintes des États, les contraintes financières des États. Donc évidemment, si les États peuvent avoir des problèmes de financement de leurs projets à venir, les banques centrales qui en plus ont fait le job, elles ont terminé de lutter contre l'inflation et elles sont plutôt dans une dynamique de baisse de taux. Si jamais il faut aider les États dans leur démarche, elles peuvent le faire en accélérant un petit peu plus leur baisse de taux. Je vous ai fait le rappel des déficits budgétaires prévisionnels, donc à la fois pour cette année et pour l'année prochaine, simplement pour vous montrer que, grosso modo, personne ne fait d'efforts, sauf en théorie l'Allemagne. Je vous souligne qu'aujourd'hui, l'Allemagne s'est retrouvée dans une situation où le Conseil constitutionnel tape sur l'État allemand en disant qu'un certain nombre de dépenses n'ont pas été comptabilisées correctement et devraient être réintégrées. Autrement dit, l'impression qu'on peut avoir d'efforts budgétaires de l'Allemagne, il risque d'être très vite corrigé par des rectificatifs budgétaires. Donc, autrement dit, grosso modo, personne ne fait d'efforts. Je vous souligne quand même les États-Unis qui en font vraiment pas, puisque ça se dégrade encore plus l'année prochaine. La dette est-elle soutenable? Alors, ça c'est la grande question évidemment qu'il faut se poser, puisqu'en fait, l'ampleur de la dette fait peur. Et on sait qu'en plus, on va en avoir beaucoup à venir. Donc, clairement, ça fait peur. Le repli sur soi de certains créanciers historiques, Japon, Chine, par exemple, qui sont des acheteurs d'obligations des États de façon colossale pour l'Union européenne ou pour les États-Unis, ils ont tendance à en acheter beaucoup moins. Je fais un tout petit aparté. Quand vos devises, le yen ou le yuan, se cassent la figure vis-à-vis du dollar ou de l'euro, par définition, votre pouvoir d'achat, votre capacité à acheter les dettes étrangères diminue d'autant. Donc ça n'est pas forcément que de la géopolitique qui se cache derrière, il faut aussi garder en tête qu'il peut y avoir des effets de contraintes purement financières liées aux devises. Les quantitative tightening, donc on en a parlé, les banques centrales qui sont en train de réduire la taille de leur bilan et donc d'acheter moins d'obligations des États, ça aussi par définition, ça ne peut qu'inquiéter les observateurs sur la question du financement des dettes souveraines. Dernier point, il va falloir évidemment de plus en plus, dans la mesure où les capitaux deviennent rares, entre guillemets, même si on jongle avec des milliards et des milliards, mais les capitaux deviennent en principe rares pour les projets d'investissement, mais il va falloir exercer un contrôle beaucoup plus important et beaucoup plus strict de l'usage qui en est fait, et d'essayer de mesurer objectivement leur utilité. Alors venons-en à leur utilité. La dette, en réalité, elle est très très utile. Si vous n'aviez pas de ports, d'aéroports, d'autoroutes, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, toutes ces dépenses qui sont faites par les États, comment fonctionnerait le secteur privé si toutes ces dépenses n'étaient pas faites? Donc la vraie question, en fait, elle est plus de savoir où est-ce qu'on met la limite entre le régalien et le secteur privé? Autrement dit, qui doit porter la charge de cette dette? Est-ce que c'est le secteur privé ou est-ce que c'est le secteur public qui doit en porter la charge? Depuis des années, beaucoup de choses retombent de plus en plus sur la tête des États.
Donc c'est pour ça qu'assez logiquement, ce sont les États qu'on surveille le plus en termes de financement et d'endettement. Comment est-ce qu'on suit la dette? Il y a deux manières de la suivre. On suit le montant de la dette. Et la manière, par contre, un peu plus classique et un peu plus utile, c'est de regarder la dette par rapport au PIB. Autrement dit, vous pouvez avoir une dette qui monte, mais si la croissance économique monte encore plus vite que la dette, la question de la soutenabilité de la dette ne se pose plus, puisqu'en fait le ratio dette sur PIB diminue dans ces cas-là. Point très important sur lequel j'insiste, parce qu'en fait j'entends très souvent des choses un peu agaçantes sur la question de la dette. En face de la dette, autrement dit en face du passif, vous avez un actif, vous avez des actifs. Et ça, on oublie toujours d'en parler. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Donc, en face de la dette, vous avez des infrastructures, des semi-conducteurs, des batteries électriques. Quand on voit les États-Unis, qui à l'heure actuelle dépensent à tout va, font des dépenses budgétaires très très importantes sur ces différents thèmes. En réalité, derrière, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire? Ils sont en train de construire un pays avec des usines, avec une souveraineté sur la partie des semi-conducteurs, des batteries électriques. Ce sont des choses qui sont très importantes. Ça crée des emplois, ça va faire rentrer de la TVA, ça va faire rentrer de l'impôt sur le revenu, ça va faire rentrer de l'impôt sur les sociétés sur les prochaines années. Donc il ne faut pas regarder la dette en instantané, mais il faut aussi la regarder en plus en dynamique, sur du long terme. Et ça, c'est un des gros défauts aussi qu'ont beaucoup de gens, c'est d'avoir une vision beaucoup trop statique sur la problématique de la dette. En plus des actifs tangibles, vous pouvez aussi avoir des actifs intangibles, l'éducation. Quand vous avez les gilets jaunes en France et que vous dépensez pour avoir la paix sociale, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que ça vaut la peine ou pas de préserver des autoroutes et des entreprises simplement en balançant entre guillemets, quelques milliards, mais pour au bout du compte avoir de nouveau une économie qui continue de fonctionner normalement? Il y a des fois où ce type de dépense peut avoir un certain sens. Donc la question, c'est de savoir quelle est la valeur qu'on peut accorder à ces actifs. Gardez en tête aussi sur la problématique du financement de toutes ces dettes, c'est que le vieillissement de la population est en réalité très favorable pour le financement de ces dettes. Pourquoi? Parce que les personnes âgées ont tendance à réduire le risque dans leurs allocations d'actifs, donc aller beaucoup plus vers les obligations. Donc au bout du compte, vous vous retrouvez avec un financement des déficits des États, enfin des dettes des États, qui va être de plus en plus assuré de façon confortable, simplement parce qu'on a une dynamique démographique qui va jouer de façon favorable. Dernier petit rappel, l'inflation permet de réduire le coût réel de la dette. Donc en clair, c'est très bien d'avoir des banques centrales qui luttent activement contre l'inflation, mais ça n'est pas forcément quelque chose de très utile pour les États. Les États seraient très contents d'avoir un petit peu de persistance d'inflation, et je pense que les États vont être satisfaits, on en aura. Pardon, ça c'était juste pour vous montrer dette sur PIB, les mouvements récents. Donc on a eu, donc c'est le G7, pardon. On a eu le pic avec la Covid, et comme vous pouvez le voir, les dettes ont continué de monter, mais à chaque fois le ratio dette sur PIB a diminué. Pourquoi? Parce que la croissance était là en face, le dénominateur a joué son rôle. Structure des dettes. Alors je vais pas tout regarder. C'est simplement pour vous faire quelques petits rappels. Donc le rappel de surveiller un ratio dette sur PIB. Autre chose, c'est important aussi de regarder quelle est l'échéance moyenne de la dette d'un État ou d'un émetteur quel qu'il soit. Si vous regardez les États-Unis, à la louche, ont une dette qui a 8 ans d'âge. L'Allemagne, c'est presque 10 ans. La France, c'est 9 ans. Donc, c'est important de regarder aussi l'échéancier. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous aurez approximativement 1/8 de la dette des États-Unis qui va arriver à échéance tous les ans. Et donc, il va falloir renouveler avec les taux d'intérêt actuels. Pourquoi? Parce que vous aviez un certain taux qui était payé précédemment, mais c'est le nouveau taux qui va s'appliquer pour les dettes qui sont renouvelées ou qui sont émises. Donc c'est important de surveiller la question de l'échéance moyenne. Donc je vous ai remis les coupons historiques, je vous ai mis pour une échéance moyenne, quel est le coupon équivalent à l'heure actuelle et l'écart de rendement entre les deux. Donc si vous regardez l'avant-dernière ligne, vous vous retrouvez à avoir le coût réel en instantané. Alors pardon, parce que les chiffres bougent tout le temps, évidemment, le coût actuel, ça bouge tout le temps. Donc vous avez une approximation du surcoût actuel par rapport au coût historique que peut représenter le renouvellement d'une dette pour les États.
On parle beaucoup de mur de la dette. Alors, je vous ai mis simplement les calculs assez simples. Pour 2024 et 2025, quelle est la part de l'ensemble de la dette qui arrive à échéance? Et comme vous pouvez le voir, un pays comme la France, en réalité, est bien positionné. Par contre, les États-Unis, il va falloir le surveiller de très près. Les principales convictions. Donc on a un cycle d'investissement qui est très important, de long terme, touchant pratiquement tous les secteurs d'activité qui a démarré, et ça sera un soutien structurel à l'économie. On a une dynamique d'emploi, donc des pénuries de main-d'œuvre qui sont assez importantes. Ça veut dire que vous négociez bien votre salaire, et des salaires réels qui sont en train de s'améliorer. Autrement dit, la dynamique de salaire va plus vite que la dynamique d'inflation à l'heure actuelle. Autrement dit, à l'heure actuelle, vous regagnez du pouvoir d'achat. Vous en aviez perdu l'année dernière, à l'heure actuelle, vous en regagnez. Donc ça sera des facteurs qui seront favorables, a priori, soit pour la consommation, soit on ne l'espère pas pour l'épargne. Ça dépend si vous êtes à vouloir regarder l'économie réelle ou la finance. Si vous voulez regarder l'économie réelle, vous regardez la consommation. Si ça va dans l'épargne, à la limite pour les marchés financiers, ça sera très probablement les actifs obligataires qui en profiteraient. Une récession, si jamais elle intervient, a priori devrait être brève et de faible ampleur, puisqu'on a des soutiens budgétaires importants, puisqu'on a une dynamique monétaire qui a priori commence à s'améliorer. Logiquement, vous avez peu de chances d'avoir beaucoup d'inquiétudes, puisque l'investissement va bien se porter, que la consommation des ménages a priori va bien se porter. Normalement, le risque de récession est assez modéré. Les baisses de taux des banques centrales s'expliqueraient plus probablement par le recul de l'inflation que le risque de récession. Puisqu'il y a peu de risque de récession, ça veut dire que les baisses de taux, elles se feraient en proportion plutôt de la baisse de l'inflation. Ça veut dire aussi également, en termes d'allocation d'actifs, que si vous avez peu de risque de récession, ça veut dire que la baisse des taux en question serait évidemment favorable aux obligations, mais également aux actions. Il y a certains contextes, si vous avez un risque de récession où vous dites « je vais me reporter sur les obligations et éviter les actions ». Là, si vous êtes dans un contexte de baisse de l'inflation, mais simultanément de risque de récession qui est très faible, vous pouvez rester positionné sur les actions. Les relocalisations d'activités, c'est plutôt négatif pour les émergents, c'est plutôt positif pour l'industrie et les services associés. La dynamique chinoise, pour nous, elle est compromise de façon durable. La démographie est catastrophique. Ils vont perdre la moitié de la population d'ici la fin du siècle. Il y a un surinvestissement dans l'immobilier et dans les infrastructures. Vu la dynamique démographique, il n'y a aucune chance que ce soit par ce biais-là qu'on relance l'économie chinoise. La géopolitique avec Taïwan, c'est quand même un peu compliqué. La question de la gouvernance du pays, on a vu comment ils pouvaient maltraiter certaines entreprises, donc ça ne donne pas envie à l'investisseur extérieur de s'y investir. Donc je pense que la dynamique chinoise, d'un point de vue économique, ça peut se passer correctement et on peut avoir des bonnes surprises. D'un point de vue boursier, il peut y avoir quelques rebonds, mais s'il faut regarder une ligne un peu d'horizon, j'ai tendance à dire que ce n'est pas la peine de se précipiter sur la thématique chinoise. Le leadership américain, lui, par contre, il me semble être de plus en plus confirmé par le contexte, c'est-à-dire qu'il y a une indépendance énergétique, ils ont une avance technologique, une puissance militaire, ils ont le dollar, ils attirent les capitaux, il y a une réindustrialisation qui en plus est en cours, donc des tas de facteurs positifs derrière en termes de création d'emplois, etc. Un redémarrage de la productivité. Ça, c'est un facteur très important. Ça faisait des années et des années qu'on n'avait plus de productivité. C'est en train de se réveiller aux États-Unis. Il faudra voir si ça se prolonge. Mais si c'est le cas, ça sera une très, très bonne nouvelle pour les actions. De façon générale, la diversification des classes d'actifs dans les portefeuilles, de mon point de vue, elle est de nouveau efficace parce qu'on a terminé la phase de remontée des taux directeurs. Deux petites alertes ou incertitudes. L'alerte principale, c'est l'alerte politique. Ça va être une année exceptionnelle l'année prochaine en termes d'événements politiques dans le monde. Évidemment, il faut garder en tête la question de Trump réélu ou pas l'année prochaine. Et en termes de géostratégie, évidemment, toujours surveiller l'Ukraine, le Moyen-Orient et potentiellement, si jamais il y avait un problème, Taïwan. Les vues sur les classes d'actifs, je vais essayer d'aller vite. Surpondération sur les actions. Pourquoi ? D'abord parce que la croissance économique, de notre point de vue, est résiliente.
Elle va s'appuyer à la fois sur l'investissement des États et des entreprises, plus la consommation des ménages qui va être résiliente. Donc je vous l'ai expliqué, les salariés qui vont être mieux portants, et se rappeler aussi que la démographie va jouer favorablement, c'est-à-dire que si vous avez plus de personnes âgées avec du coup un pouvoir d'achat, une épargne qui est consistante, généralement ça se passe plutôt bien pour la consommation. Donc vous avez deux pieds assez solides en termes de perspective sur la croissance économique. Et ça, probablement sur des années, voire décennies. Une fois encore, l'investissement des États, c'est sur des décennies que ça va se faire. Le risque, s'il doit y en avoir un, de notre point de vue, ça ne sera pas tellement économique, mais ce sera plutôt financier. C'est de ce côté-là qu'il faudra essayer de surveiller un petit peu les choses. Ce qu'on peut observer, c'est que durant les publications du troisième trimestre, il y a eu un certain nombre d'accidents boursiers violents sur des titres. Certains, c'est parce que le modèle économique est remis en cause. Pour beaucoup de sociétés, c'est simplement parce que le rythme de croissance retrouve simplement le rythme d'avant Covid. Une LVMH, elle a eu, pour prendre un exemple au hasard, elle a eu une croissance qui était complètement atypique pendant la Covid et elle retrouve simplement son rythme. Donc je pense qu'en plus, les actions à l'heure actuelle, je ne vous parle pas de niveau, mais en termes de valorisation, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a fait déjà pas mal de renettoyage de la cote. Il y a pas on n'est pas spécialement généreux sur les valorisations des titres. Les marges bénéficiaires pourraient redémarrer dès 2024, notamment grâce à des gains de productivité. Donc là, on peut penser à l'intelligence artificielle notamment. On risque d'avoir une dynamique de fusion et acquisition ou de retrait de la cote pour les petites capitalisations. Ça peut faire partie des choses qui peuvent animer cette frange un peu particulière des marchés. Petit rappel que j'aime bien faire, donc en 1997, vous aviez 7500 actions cotées aux États-Unis. Aujourd'hui, vous n'en avez plus que 3600. Autrement dit, vous avez une pénurie de sociétés. Vous avez une cote qui s'est énormément réduite. Elle a divisé par 2 sur cette période. Et c'est un effet d'entonnoir. Si vous avez beaucoup de capitaux pour un nombre limité de sociétés qui est coté, logiquement, ce qui est rare et cher, ça fait monter les quelques titres qui sont cotés. Donc on retrouve assez logiquement, là je vous ai mis le MSCI All World, je vous aurais mis le Standard & Poor's aux États-Unis, vous auriez vu une courbe encore plus spectaculaire, mais voilà la dynamique donc sur une période prolongée des actions. La dynamique reste favorable et sur le long terme, il faut rester porteur des actions. Donc il faut simplement éviter les gros accidents ou savoir surtout en profiter. Ce qui est, de mon point de vue, beaucoup plus facile que de savoir les éviter. Les obligations, on est neutre sur le souverain, on est surpondéré sur les obligations d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La première chose, c'est que les rendements nominaux, donc les coupons que vous touchez au travers des obligations, sont de nouveau clairement attrayants. Ça, c'est la conséquence logique de la hausse des taux directeurs qu'on a vécu sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, les coupons des obligations sont supérieurs à ceux des dividendes des actions. Donc ça veut dire que les obligations redeviennent, pour ceux qui recherchent exclusivement la question d'encaisser des flux de façon régulière, des flux de trésorerie de façon régulière, ça redevient une alternative crédible. On a un cycle de hausse de taux directeurs qui est derrière nous, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le porteur d'obligation, il va encaisser un coupon qui est élevé. Si vous achetez une obligation actuelle, vous encaissez un coupon élevé, et en plus vous avez en perspective très probablement la baisse des taux d'intérêt qui viendrait l'année prochaine et qui ferait que le cours des obligations va monter, puisqu'en fait la baisse du rendement provoque la hausse du cours des obligations. Donc on a en fait en perspective pour l'année prochaine pour les porteurs d'obligations à la fois un coupon élevé et une dynamique favorable sur le cours de bourse. La volatilité des obligations, alors je vous passe le détail, mais on est pratiquement sur un niveau 10 fois plus élevé que les actions. Il faut garder ça en tête. Donc évidemment, quand vous avez énormément de volatilité, ça décourage les investisseurs de s'investir sur cette classe d'actifs. Donc assez logiquement, maintenant qu'on risque d'avoir une détente des taux directeurs, une baisse des taux, on devra avoir de façon concomitante une baisse de la volatilité des obligations. Et ça va encourager les investisseurs systématiques à revenir sur les obligations. Donc on devrait avoir de nouveau une dynamique positive de ce point de vue-là en termes de flux vers les obligations.
Dernier point, pourquoi est-ce qu'on préfère les obligations d'entreprise aux obligations des États? Simplement parce que les levées de capitaux qui vont être faits par les États vont être très importants et qu'en plus, avec les quantitative tightening, autrement dit les retraits des banques centrales, ce sont quasiment exclusivement les obligations des États qui sont impactées par ces flux négatifs. Donc on préfère être exposé sur des obligations d'entreprises ayant des coupons plus élevés que les États, avec un risque de flux qui nous semble plus favorable, et en plus dans une hypothèse où la croissance économique serait résiliente, donc avec un risque de défaut qui serait faible. Donc pour nous, les obligations d'entreprise sont intéressantes. Je vous fais un petit rappel sur les obligations, c'est que les banques centrales, certaines d'entre elles ont déjà des poches ESG. Autrement dit, elles investissent déjà sur des obligations sur la partie accompagnement des États dans les investissements sur la transition énergétique. La BCE le fait déjà. On pourrait envisager d'élargir cette thématique, par exemple à la défense nationale. Je prends un exemple au hasard, mais on pourrait élargir les thèmes sur lesquels les banques centrales pourraient venir assister les États. Parce que si vous n'avez pas la protection de votre territoire, vous avez évidemment une inflation qui peut monter très violemment. Là, je vous ai remis juste le rendement historique du 10 ans américain, simplement pour vous montrer l'ampleur des volatilités. On est sur un rendement de 5,70 en moyenne. Donc, comme vous voyez, on est en dessous de la moyenne historique. Les matières premières, rapidement. Nous, on reste à surpondérer sur ce thème. La transition énergétique et les relocalisations d'activités vont soutenir la demande pour les métaux industriels. On a un sous-investissement très important sur cette thématique. Pourquoi? Parce que les cycles ont été très hachés, ça a perturbé les entreprises. Et le socialement responsable complique aussi le financement de ces activités. En plus, il y a des délais de création qui sont très très longs pour un site. Ça peut durer presque une dizaine d'années. Donc on va probablement être en grande difficulté sur les prochaines années pour avoir les métaux industriels nécessaires pour la transition énergétique. Il y a des tensions entre la Chine et les USA pour les métaux rares. Le prix des denrées agricoles, il faut évidemment le surveiller, en particulier pour les pays émergents. On a de notre point de vue assez clairement un cycle long favorable qui est lancé sur les matières premières. Petit rappel, le dollar joue de façon positive, négative sur les matières premières. Et si on a à la fois une hausse du dollar, une hausse des prix des matières premières, on pourrait se retrouver avec un regain d'inflation importé dans beaucoup de pays. Donc il faut garder et surveiller ce paramètre. Là, je vous ai juste remis des historiques de très long terme sur les classes d'actifs, simplement pour vous montrer que la plupart des classes d'actifs des matières premières ont une performance entre, on va dire, 150 et 200%. La seule qui se démarque clairement sur le long terme, ce sont les métaux précieux. Bien. Merci pour cette intervention et pour ces perspectives à l'issue desquelles, je pense, nous sommes un peu rassurés, puisque visiblement, contrairement à ce qu'on peut lire sur certains forums ou dans certaines discussions qu'on peut entendre à table, on ne va pas tous, dans un an, être foutus dehors de chez nous, être dans la rue, avec des guérillas urbaines, avec notre argent réquisitionné en banque, parce que bon, il n'y a pas longtemps, on entendait ce genre de choses. Les gens avaient peur de ce genre de choses. J'exagère un peu, mais voilà. Donc nous sommes rassurés plutôt par ces perspectives, qu'on verrait finalement le bout de cette crise et qu'on passerait peut-être en définitive juste à côté de la récession, qu'on la frôlerait. C'est toujours le cas, on la frôle depuis 2 ans, mais qu'on continuerait de la frôler encore un petit peu et puis qu'on rebondirait. Voilà. Est-ce que donc on va passer aux questions. Donc si des personnes ont des questions à poser à notre invité.